j'avoue que c'est plus intime que ce que je pensais, alors je vais essayer de m'ajuster. C'est ce qui est l'avantage quand c'est intime comme ça, c'est qu'on peut discuter, on peut échanger. Alors on verra si vous serez à l'aise de me partager des choses en cours de conférence. Alors oui, je suis Isabelle Proulx, je suis sexologue, j'ai pratiqué en bureau privé, j'enseigne maintenant beaucoup, je fais de la supervision. Je vais me baser surtout sur ce que je connais effectivement de la psychothérapie avec des couples, avec des personnes qui consultent pour des problématiques sexuelles. Le but, c'est de réfléchir à la communication en contexte sexuel. Il y a deux choses là-dedans. D'abord, communiquer. Déjà, c'est quelque chose de communiquer. Et en plus, communiquer en contexte sexuel. Mon petit côté thérapeute sort jamais de moi, alors je vais vous faire réfléchir. C'est pas une conférence de trucs en 4 étapes, de vous dire comment faire. C'est une réflexion que je vous apporte. Est-ce que vous parlez pendant vos relations sexuelles? Est-ce que vous parlez après vos relations sexuelles? De ce qui s'est passé, de ce que vous avez aimé, moins aimé. Bon. Est-ce que vous reparlez avant d'avoir des nouvelles relations sexuelles? Est-ce que vous êtes capable de nommer vos désirs, de nommer vos envies, vos préférences, de discuter de fantasmes? C'est ça, finalement, la communication en contexte sexuel. Est-ce que c'est possible de se sentir libre, de faire une demande? Libre de refuser une demande. On va réfléchir à ces questions-là, puis quand je me suis posé moi-même ces questions-là, j'ai essayé de réfléchir aux obstacles. Qu'est-ce qui fait que des fois, ça se fait, puis des fois, c'est plus difficile? Quand je vais parler de relation, peu importe le type de relation, que ça implique un homme, une femme, une personne trans, une personne non-binaire, un couple ouvert, un couple fermé, un couple stable, une relation d'un soir, un jeune couple, un vieux couple, un couple hétérosexuel, homosexuel, même un couple polyamoureux ou un trouble qu'on dit, pas de problème. On discute de relations, de communication, de sexualité entre différentes personnes. La communication, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais il paraît que c'est la clé. La communication, c'est super important. On le sait, mais ça représente pour plusieurs un défi. Déjà, s'affirmer, communiquer, demander quelque chose, même quand ça n'a pas rapport avec la sexualité, c'est souvent un défi. La communication dans un bureau de sexologue, c'est un incontournable. Des gens qui viennent consulter parce qu'ils ont des difficultés de dysfonction sexuelle, troubles de désir, troubles d'érection, mésentente au niveau de la fréquence, peu importe le but de la consultation. En général, on arrive à parler de la communication. En général, on va finir par demander, mais en avez-vous parlé avec votre partenaire? Puis souvent, la réponse n'est pas si positive que ça. C'est plutôt ça dépend, oui, non. C'est pas toujours fluide. Pourquoi c'est important de communiquer? Pourquoi c'est important de communiquer sur nos relations sexuelles, de nos relations sexuelles, avec nos partenaires sexuels? Une raison assez évidente. Si je demande ce que je veux, je vais être plus satisfait ou satisfaite. Si je suis capable de dire ce que je préfère, c'est tel type de caresse, c'est ce que je devrais recevoir. Donc, ça devrait être plus satisfaisant. Mais aussi, il y a un autre avantage. Communiquer avec l'autre personne, ça bonifie la relation, ça augmente l'intimité. Et plus on discute de sexualité, plus on discute de nous, de ce qu'on aime, de ce qu'on aime moins, mieux la relation se porte. On sait que les couples qui discutent ouvertement, honnêtement, explicitement de leur sexualité sont plus satisfaits, ont une vie sexuelle plus satisfaisante. On sait que ceux qui en parlent moins, qui ont de la difficulté à discuter, à exprimer leurs préférences,
vont avoir plus de conflits. Vont avoir plus de conflits au niveau de leur relation sexuelle, vont avoir plus d'insatisfaction au niveau de leur relation sexuelle. Puis un couple satisfait dans sa sexualité, ce qui est fascinant, c'est que la sexualité prend moins de place. Elle prend sa place. Quand on est insatisfait, qu'on a des conflits, qu'on a des mésententes en lien avec nos relations sexuelles, c'est là souvent que la sexualité prend de plus en plus de place, mais une place négative, une place de frustration, une place de contrariété, de conflit, etc. C'est important donc de communiquer. Si on veut changer un comportement, si on veut être motivé à dire oui à partir d'aujourd'hui, 14 février 2019, je communique mieux dans ma sexualité. Un des éléments essentiels à la motivation pour changer un comportement, c'est être convaincu que c'est important. Alors, la première réflexion, c'est ce que je voulais vous amener, c'est pensez-vous que c'est important? Êtes-vous convaincu que ça peut bonifier votre vie sexuelle de discuter avec vos partenaires ou votre partenaire? Êtes-vous convaincu que ça peut apporter un plus? Il y a différents contextes où on a à discuter, communiquer. Bon, vous comprendrez qu'il y a un lien important à faire avec le consentement, évidemment. On est dans la semaine de prévention. Communiquer, c'est aussi pouvoir consentir. Un consentement, c'est libre, c'est éclairé et c'est continu. Alors, continu, ça veut dire qu'on a à revisiter parfois certaines choses. Des choses que j'ai acceptées, que j'ai plus le goût d'accepter, des choses que j'aimais, qui ont changé, etc. De tenir l'autre à jour d'où j'en suis dans ma sexualité et m'informer de où l'autre en est dans sa sexualité. Alors, il y a différents contextes et différents défis. S'affirmer lors d'une rencontre d'un soir, est-ce que c'est plus facile? Je vous pose encore une question. Est-ce que c'est plus facile de s'affirmer avec une personne inconnue quand on sait que ça va être juste pour un soir? Ah, il y en a qui font oui. Ou d'autres vont dire, ben non, c'est bien plus facile avec le partenaire ou la partenaire que je connais, avec qui j'ai un lien, avec qui on est déjà habitué de discuter, je me sens plus en sécurité. Et ça dépend de nos personnalités. Il y a effectivement des gens pour qui c'est plus facile de s'affirmer dans une rencontre d'un soir parce qu'ils se disent, au pire, je lui ai droit à rien, j'ai pas peur d'être jugé, si ça fait pas son affaire, tant pis, je rentre chez nous, ça sera ça. Pour d'autres, rencontrer une personne pour une première fois, c'est beaucoup d'anxiété, donc c'est plus difficile et ça demande un lien, ça demande de la confiance. Alors, oui, pour les rencontres d'un soir, c'est important de savoir discuter, nommer des choses. Puis quand on commence une relation, le début de relation, c'est le fun, hein? Les débuts de relation, c'est la passion. On s'aime, on se trouve beau, on s'excite, on a le goût beaucoup, on est ouvert. Souvent, c'est la période où on se parle le plus de ces affaires-là. Ça dépend évidemment des personnalités. Mais c'est souvent un enjeu en début de relation où on va discuter, on a l'occasion d'en discuter plus. Ensuite, quand on est dans un couple stable, il peut arriver qu'on ait le goût de briser la routine. Il peut arriver qu'on ait le goût d'expérimenter. Aussi, on peut faire face à des difficultés. Dans un couple stable, on peut rencontrer la maladie, on peut rencontrer l'infidélité, on peut rencontrer les pertes d'emploi, le stress. Dans un couple à long terme, on va affronter l'arrivée des enfants, on va affronter le stress du travail, etc., de tout ce qui arrive dans la vie d'un couple. C'est toutes des occasions où on a à s'ajuster, on a à discuter, à nommer, à demander, à mettre en place la discussion par rapport à la sexualité. Alors, c'est des différents défis, mais ce qui est généralement commun à ça, c'est plusieurs facteurs qu'on va élaborer ensemble. Ce que j'ai voulu faire avec vous, c'est regarder quels sont les obstacles qui nous empêchent de nous affirmer comme on l'aimerait dans ces contextes-là. Alors, c'est écrit les obstacles, oui, on le voit. Le premier obstacle, le mythe qui, à mon avis, est celui qui est le plus toxique par rapport à la sexualité, c'est que ça doit être spontané.
Alors, si on attend que ça soit spontané, si vous avez des enfants, votre vie sexuelle est terminée. Il faut être capable, quand on veut aborder la sexualité puis garder une sexualité satisfaisante dans un couple, de revisiter notre vision de la sexualité. Quand on regarde, je ne ferai pas le procès de Walt Disney et compagnie et des cinémas et tout ça, mais quand on regarde la sexualité à la télé, c'est souvent ce qu'on nous dépeint. C'est une rencontre électrique, c'est spontané, ils ne se disent pas un mot, mais ils savent exactement ce que l'autre veut. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Dans la vraie vie, la spontanéité, c'est souvent, quand on demande au couple, oui, mais pourquoi tu n'en parles pas? Bien, c'est pas naturel, ça brise le charme. Bien, on passe à côté d'une belle occasion d'obtenir ce qu'on veut. Puis, à la spontanéité, il faut y réfléchir dans un certain sens. Pensez à la dernière activité agréable que vous avez faite avec vos amis. Est-ce que c'était spontané? Bien, en tout cas, si c'était spontané, ça m'étonnerait. Avec les horaires de fou qu'on a à travers vos études, vos jobs à temps partiel, vos obligations, l'entraînement, etc., généralement, les rencontres qu'on fait, les activités qu'on fait, on va booker un espace dans notre horaire. On va laisser une place à ça, puis on va structurer un peu ce qu'on va faire. On ne va pas planifier au point de prévoir le verbatim qu'on va se dire dans nos rencontres, mais on va suffisamment se laisser d'espace pour laisser naître la relation puis laisser arriver l'événement. C'est la même chose pour la sexualité. Il faut arriver, si on veut se parler, il faut arriver à faire un espace pour pouvoir se parler, et pour ça, il faut pouvoir planifier, il faut pouvoir laisser de l'espace, comme je le disais, mais aussi accepter de demander et de parler de la sexualité en oubliant cette idée de sexualité naturelle et spontanée qui n'est pas la réalité. Il y a le mythe de l'amour romantique, c'est aussi un obstacle, parce qu'on espère que l'autre va deviner. La lecture de pensée, malheureusement, heureusement en fait, j'ai pas envie que tout le monde lise dans mes pensées, ça n'existe pas. Alors, de penser que l'autre devrait savoir, devrait deviner, devrait comprendre, on a beaucoup ces attentes-là envers des partenaires, surtout dans des relations de longue date. Il s'installe c'est un peu comme le mythe, ça vient un peu de notre histoire, de notre enfance. On aimerait ça que notre partenaire, comme si vous avez eu une bonne maman ou un bon papa là, qui était au-devant de vous, là, qui savait exactement de quoi vous aviez besoin au moment où vous en aviez besoin, il y a un peu cette idée de dire « Ah, j'aimerais ça là, qu'il devine ou elle devine ou il sache ou elle sache ce que je veux, quand je veux, comment je le veux. » Il faut accepter que ça ne se peut pas. Puis si on continue à adhérer à ça, on est un peu confronté finalement à une insatisfaction perpétuelle. Un autre obstacle dont on va reparler un petit peu plus en profondeur tantôt, c'est le manque de confiance en soi. C'est de quoi je vais avoir l'air. Mais oui, mais si je demande ça, si je dis ça, si je dis que je n'ai pas le goût de, que moi, ça m'écoeure, ou que ça ne me tente pas, ou que je préfère de telle façon, de quoi je vais avoir l'air? Comment je vais être perçue? Alors, l'affirmation de soi, ça nécessite une bonne quantité d'estime de soi, de confiance en soi. On revient à la base. Et, bien, comme on s'affirme à quelqu'un, il faut avoir confiance en l'autre aussi. Ça ne donne rien de parler, ça ne changera jamais. Quand j'étais dans mon bureau privé avec les couples ou avec les personnes en individuel, je disais, oui, mais demandez, dites, nommez, questionnez, ouvrez le sujet. Un des obstacles, c'est ça ne changera jamais, ça ne donne rien. Ou la crainte de la réaction négative, ouais, mais il va se fâcher, ou elle va se fâcher, ou elle va rire de moi, ou elle me prendra pas au sérieux. Donc, les obstacles, on se doit, si on veut arriver à une communication puis une bonne satisfaction dans nos relations sexuelles, être capable de remettre en question notre vision de la sexualité, mais aussi se poser des questions sur notre confiance en nous-mêmes puis notre confiance en l'autre. Ce qui fait que les facteurs qui influencent la communication, il y en a plein. Bien sûr, dont
on va essayer de se circonscrire. Il y a des facteurs qui m'appartiennent. Mon « je », moi, qui sont personnels à moi, dépendamment de ce que j'ai vécu. Il y a des facteurs qui appartiennent à la relation, puis il y a des facteurs sociaux aussi. On va essayer de faire le tour des principaux. Je vous rappelle qu'une relation, je n'ai pas étudié en maths, hein, moi, une relation, c'est 1 + 1 = 3. Il y a moi, il y a l'autre, puis il y a le nous, notre relation. La relation, elle a une entité en elle-même. Et on est dans un contexte social. Être en couple aujourd'hui, en 2019, versus 1960, c'est très différent. Être en couple ici versus ailleurs dans le monde, c'est très différent. Mais on va parler du « je » et du « nous ». Est-ce que ça va jusque-là? Avez-vous des questions sur les mythes que je viens de vous brosser rapidement? Sont-ils encore là ou sont plus là? Oui, OK. Parce que des fois, je me dis que je présente, puis bon, je commence à me trouver vieille. Fait que je dis, ben, à un moment donné, ils vont tous me dire, franchement, madame, là, ils sont plus là, ces mythes-là, ça n'existe plus. Mais finalement, vous vous reconnaissez un petit peu, ou en tout cas, vous reconnaissez du monde que vous connaissez. OK. C'est quoi les facteurs personnels qui font qu'on est mieux équipé pour communiquer et communiquer précisément sur la sexualité? Il faut se connaître. Avant d'être capable de dire, moi, j'ai le goût que tu me touches comme ça. Il faut que je sache si c'est ça que je veux. Il faut que je sache c'est quoi que j'aime. Que je connaisse mes intérêts, mes préférences, que je connaisse mes désirs, que je me questionne sur mes fantasmes, mes limites, le corps, que je sache qu'est-ce qui me fait plaisir dans mon corps. Et ça, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que ça s'apprend. Ah, ça, c'est un nouveau mythe. Hein. C'est vrai, je pourrais rajouter un autre mythe. Le mythe que si c'est naturel, on doit tout savoir. Non, non, faire l'amour, ça s'apprend. Ça s'apprend où? Il y a une différence entre s'éduquer au niveau des connaissances par rapport à la sexualité, puis tester mon érotisme, découvrir mon érotisme. Puis comment ça s'apprend? Ça s'apprend sur le tas. Ça s'apprend en le vivant. En vivant des expériences, puis en étant assez en confiance pour expérimenter, puis découvrir des choses par rapport à ça. Alors, il faut savoir, il faut se connaître, puis il faut trouver les mots, les fameux mots. Est-ce qu'on les prononce, les mots? Quand j'étais ado, j'écoutais Louise-André Saunier à la télé qui animait l'émission « Les mots pour le dire ». C'est mon idole, c'est sûr que c'est à cause d'elle que je suis devenue sexologue. Je la trouvais tellement hot parce qu'elle était à la télé et elle prononçait les mots. Elle disait pénis à la télévision, vagin, vulve, clitoris. Elle parlait de pénétration anale, pénétration, d'orientation, de tout. Est-ce qu'on est capable, en 2019, de prononcer les mots dans notre intimité? Pas faire une joke de sexe ou pas, mais d'être vraiment capable de dire à l'autre personne « touche-moi de telle façon sur telle partie du corps ». Je pense qu'il y a encore des tabous. Il y a encore des tabous à nommer ça. Il y a encore des tabous à être explicite avec les mots qui vont décrire les parties du corps, puis les verbes. Les verbes, c'est le fun d'avoir un petit éventail. Puis ça, bon, on ne l'apprend pas non plus. Des fois, on l'apprend sur le tas ou, dépendamment de la littérature qu'on lit, on peut développer un vocabulaire de mots. Touche-moi, c'est une chose. Effleure-moi, c'est une autre chose. Presse mon corps, mon membre, peu importe. Chatouille, c'est un autre verbe. Il y a plein de façons de dire toucher. Mais si on ne connaît que toucher, bien, peut-être que la manière de toucher de mon ou ma partenaire, ce n'est pas nécessairement la même manière de toucher que ce que je veux. Il y a une question de rythme, il y a une question d'intensité, il y a une question de moment. Est-ce qu'on est capable de mettre des mots sur les désirs qu'on a? Donc, comment on apprend tout ça? On apprend avec nos parents. On apprend comment nos parents se sont parlé, comment ils ont nommé notre corps. Est-ce que vous aviez
un pénis ou un zizi ou une vulve ou une noune ou une... Bon, dépendamment de ce qu'on a eu comme enseignement, on peut être plus ou moins à l'aise à nommer les choses telles qu'elles sont. Avec nos amis, évidemment avec les médias, qu'est-ce qu'on voit dans ce qu'on consomme comme image qui peut nous idéaliser un certain type de sexualité, ou dans la pornographie, où là, on a un langage beaucoup plus, en général, vulgaire. Ça dépend peut-être le genre de pornographie qu'on regarde, mais qui va peut-être pas coller à tout le monde, puis qui va être quand même assez restrictif aussi au niveau de l'éventail de l'érotisme. Certains ont eu des cours, ont lu des livres qui ont été un peu plus nourrissants à ce niveau-là, tant mieux, mais en général, on l'apprend par l'expérience. Comme facteur individuel, il y a un élément super important, c'est comment on se perçoit, comment on perçoit le droit de demander. Le droit de demander, le droit de parler du plaisir, le droit de parler du désir et les peurs qui viennent avec. Les peurs de se montrer vulnérable. Dire ce que je veux, c'est ouvrir une porte, c'est ouvrir sur moi, c'est ouvrir sur mon intimité. Dire ce que j'aime pas, ce que je crains, c'est me montrer authentique, c'est me montrer vulnérable. Et d'ouvrir, c'est aussi de me rendre vulnérable aux réactions de l'autre. Alors, peut-être vous connaissez la théorie de l'attachement, peut-être pas. Quand on est bien pris soin, dans notre histoire, dans notre enfance, par la personne significative qui prend soin de nous, on développe généralement une capacité à rentrer en intimité puis une confiance que les autres peuvent être là pour nous. Si ça n'a pas été le cas, ben c'est plus de la méfiance. Si on a été bien pris soin, on va considérer qu'on a de la valeur puis que notre opinion, elle vaut la peine de la dire, puis nos besoins, ils valent la peine d'être entendus, puis que si on demande quelque chose, les autres peuvent répondre à nos besoins. Donc, qu'est-ce que je pense de moi fondamentalement? Est-ce que je pense que j'ai droit de dire, d'avoir du plaisir, de demander des choses? Est-ce que je pense que les autres peuvent être là pour l'entendre et pour y répondre? Dépendamment de ce qu'on a vécu, les réponses sont variables. Donc, un style d'attachement sécurisé, ça aide. Ça aide parce qu'on fait confiance, on est capable de s'approcher de l'intimité et on fait confiance à l'autre, on ne craint pas trop l'abandon, puis on est capable de demander. L'estime de soi et une perception positive de la sexualité, mais réaliste, pas le mythe de tout à l'heure. Alors, quand on est capable de s'interroger, de se demander, est-ce que j'ai ces éléments-là en moi ou je dois travailler un de ces éléments-là pour être capable de communiquer dans ma sexualité? Si j'ai confiance, je vais être capable, si j'ai confiance en moi et que je suis assez sécurisée, que j'ai une bonne estime de moi, je vais pouvoir croire que j'ai le droit d'avoir du plaisir sexuel. Si j'ai suffisamment confiance en l'autre, je vais pouvoir lui demander de me toucher d'une telle ou telle autre façon. Et pouvoir exprimer plus explicitement le désir et de me rendre vulnérable dans les moments d'intimité. Ça, c'est pour le « je ». C'est le pack-sac avec lequel j'arrive en relation. Moi, j'ai mon pack-sac, mais l'autre personne a son pack-sac aussi. L'autre personne a ses expériences, alors c'est deux « je » qui se rencontrent. C'est poétique. Et le défi, c'est de nous accorder. Connaissez-vous ce mot-là, accorder? S'accorder, c'est comme l'orchestre symphonique, là, avant que ça commence, là, tout le monde, les violons s'accordent. Là. C'est-à-dire qu'ils essayent de se placer sur la même longueur d'onde. Quand j'étais petite et que je me chicanais avec mon frère, ma mère, elle disait « Là, accordez-vous ou bien lâchez-vous ». S'accorder, ça veut dire se trouver, ça veut dire se placer sur la même longueur d'onde. Et souvent, ça demande justement de s'ouvrir et de vivre un moment d'intimité.
Encore une fois, si on revient à la théorie de l'attachement, paraît que ces racines-là, on les a vécues avec la personne qui a pris soin de nous autres. Est-ce qu'on a vécu suffisamment de présence rassurante pour être capable d'apprendre à s'accorder avec une autre personne? La regarder, la voir, en tenir compte, puis être capable de communiquer puis de s'ajuster. Tant mieux si on a eu cette chance-là. Donc, les facteurs relationnels, c'est quand les deux jeux se rencontrent, qu'est-ce que les bagages, est-ce que la dynamique qui va s'installer, ça va fitter? Est-ce qu'on va être capable de s'accorder? Il y a des étapes importantes dans la relation amoureuse. L'étape de la passion, c'est une étape. Si on veut traverser cette étape-là et se rendre à un amour, à développer un sentiment amoureux puis un engagement envers l'autre, c'est une autre étape. L'étape du nous, l'étape de l'amour nécessite de laisser un espace pour le nous. Donc, le nous, c'est cet espace où on va vivre des moments d'intimité. Puis, il faut être capable d'équilibrer ces espaces-là. Quand on est dans la phase de la passion, souvent, on est beaucoup dans le nous, on est toujours ensemble, on pense juste à l'autre, on vit pour l'autre. Bon. À un moment donné, on revient, puis on veut rééquilibrer un peu les affaires. Je dis ça, il y en a qui vivent ça autrement, mais il y en a plusieurs qui vivent ça comme ça. Donc, de pouvoir retrouver un équilibre avec chacun de nos espaces et un espace pour la relation de couple pour pouvoir discuter. C'est dans cet espace-là qu'il va y avoir les discussions par rapport à la sexualité. Alors, la base, c'est la sécurité. Si on veut ouvrir avec nos partenaires sur la question de la sexualité, être capable de faire des demandes, d'en parler de façon honnête, il faut se sentir en sécurité. Et si vous avez cette base-là, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir aller plus loin. Si ce n'est pas là, c'est cette étape-là qu'on se doit de travailler. On se doit de travailler un espace de sécurité pour parler de notre sexualité dans un couple, entre autres, à long terme particulièrement. Évidemment, on doit avoir cette sécurité-là. Si on rencontre quelqu'un un soir, on n'a pas le temps de développer une immense relation. On doit avoir cet espace-là en nous aussi pour pouvoir entrer en relation à court terme. Il y a des facteurs sociaux. Est-ce que vous avez des questions sur les facteurs individuels, la relation? Ça a de l'allure? Les facteurs sociaux. On est une relation dans un univers social. On a grandi, mon je s'est développé dans un univers social. Il y a eu des influences. On est chanceux, on est dans une époque où les normes éclatent. Et on a enfin un espace pour vivre des choses qu'on ne pouvait pas vivre aussi facilement avant. On a un espace pour être ce qu'on est vraiment, pour pouvoir assumer notre orientation, notre identité, nos préférences, nos fantasmes, etc. Ça donne beaucoup de possibilités, mais ça donne aussi un plus grand risque de désaccord. Ça demande encore plus de discussion parce que quand on rencontre quelqu'un, les possibilités sont multiples. Alors, il faut discuter encore plus. Les valeurs, qu'est-ce qu'on reçoit comme message au niveau social? Il y a beaucoup d'importance qui est mise à l'épanouissement personnel, évidemment, le plaisir et la performance. Ça aussi, ça affecte notre vision de la sexualité. Si on entre en relation avec une personne et que c'est ça qu'on a comme perception, ça va influencer notre façon de dire les choses ou de vivre les choses. Est-ce que vous pensez qu'en 2019, les hommes, les garçons et les filles sont éduqués de la même façon par rapport à leur rôle au niveau de la sexualité? Bon, là, je parle trop, je vais vous faire parler. Quand le stress, c'est ça, j'ai oublié de vous poser des questions. Comment les garçons, les filles, quel message social ils reçoivent par rapport à leur façon, la manière dont ils doivent être dans la sexualité? Oui. Je pense que c'est une copie conforme des blocs qu'on fait des genres, comme depuis l'enfance, souvent avec des jouets stéréotypés, avec des comportements stéréotypés. Toutes ces choses-là qui sont mises depuis l'enfance, qui font selon moi un bloc d'un genre, vont se déplacer vers la sexualité pour refaire le même geste en ce moment-là. Oui.
Donc, au niveau sexuel, les gars, les filles ont quelque chose qui est déjà prédéfini comme un bloc. Puis si on le définissait, ce bloc-là, comment ça doit agir un homme, comment ça doit agir une femme dans la sexualité, comment ça doit agir, y a-t-il des lignes directrices, qu'est-ce qu'on reçoit comme message? Oui? On le voit un peu dans le langage, là. L'homme est plus, on s'attend plus à ce que l'homme, j'ai l'impression, soit dans une position de domination souvent, puis comment réussir à convaincre ou aller chercher ce qui va aller chercher son plaisir. Et puis du côté de la femme, de plus, de manière plus passive, des fois, de permettre justement à l'homme certains comportements et autres. Mais il y a aussi des attentes, des fois, différentes là, au niveau des préliminaires, j'ai l'impression aussi, ou de certains actes sexuels. Donc, il y a des choses qui sont attendues d'un homme et des choses qui sont attendues d'une femme, mais ce n'est pas les mêmes choses. Donc, clairement, il y a une distinction entre les attentes. Là. Tout à fait. La question de l'homme actif, la femme passive, ça peut influencer. Alors, si moi, je suis là aujourd'hui puis je vous dis « affirmez-vous, faites vos demandes », bien, ça va à l'encontre de ça, là. Parce que justement, si j'ai été élevée, éduquée avec l'image qu'en tant que femme, par exemple, je dois être plus prude, c'est sûr que si je manifeste trop de désir sexuel, je vais être jugée, je vais me faire étiqueter de pute, de salope. Si je démontre trop d'intérêt ou si j'ai trop d'histoires d'un soir, je vais me faire juger aussi. Il y a encore je pense qu'on s'améliore avec le temps, mais il y a encore ces idées-là. Donc, il y a ça, puis par rapport à l'homme, il y a beaucoup la notion de performance, puis de prendre l'initiative. Puis les hommes qui arrivaient dans le bureau de consultation et qui étaient tellement enfermés dans cette camisole de force qu'ils ne pouvaient pas se laisser aller à la sensualité, parce que pour eux, la sexualité, ça avait un bloc, comme vous disiez, c'était un bloc, puis c'était une façon de faire très définie, puis de pouvoir sortir de ça, c'était impossible, alors qu'au fin fond, ils veulent vivre autre chose, ils ne veulent pas juste porter ce poids-là de la performance, puis ils voudraient être sujet de désir et objet de désir, comme leur conjointe peut être sujet de désir et objet de désir, mais on cantonne beaucoup la femme dans l'objet de désir, puis l'homme dans le sujet de désir. Alors, il faut réfléchir à ça, puis voir qu'est-ce que j'ai reçu comme message, puis ça m'affecte-tu? Ça se peut-tu que quand j'ai le goût, l'élan de faire une demande ou de proposer une variante ou d'exprimer quelque chose, c'est l'espèce de mythe genré en arrière de ma tête qui fait que je me dis, ben là, comme femme, je ne peux pas faire ça, comme homme, je ne peux pas faire ça, etc., etc. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, mais continuons. Les technologies de l'information, c'est intéressant aussi parce qu'on est dans une ère où il y a énormément d'informations qui circulent, énormément de communication. Est-ce qu'on se parle vraiment des bonnes affaires? Des fois, c'est un peu questionnant. Alors, il faut être capable d'utiliser ces technologies-là pour que ça serve, pas pour que ça nous nuise. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de disponibilité. Ça fait en sorte qu'avec les applications, bon, je ne suis pas très techno, je ne rentrerai pas dans les détails, je vais me faire avoir. Finalement, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On est surstimulé, mais est-ce qu'on est dans la qualité? Puis quand on est en présence avec une personne, est-ce qu'on est capable d'être en communication authentique avec cette personne-là? Parfois, il y a c'est difficile. Je disais, bon, il y a beaucoup de comparaisons. Quand on voit sur des médias sociaux la vie des autres et qu'on se compare, parfois, ça crée un stress, puis ça fait en sorte qu'on a l'impression qu'on devrait donc vivre autre chose, puis on souffre de ça. Le tiers intrus, c'est intéressant aussi parce que la technologie, ça fait en sorte que des fois, on n'est pas juste deux. Tantôt, on était 3, là, on est rendu 4 avec la technologie. Il y a la technologie qui vient s'insérer entre les partenaires, soit parce qu'il y a de la consommation de pornographie, soit parce qu'il y a du chat sexuel avec d'autres personnes, soit parce qu'il y a des communications sur les médias sociaux puis que ça s'infiltre dans le couple. Alors, ça peut être un outil, ça peut être positif, mais ça peut aussi nous nuire. Donc, il faut être à l'affût de ça parce que c'est un nouvel obstacle potentiel. Alors, on a parlé des obstacles, notre vision de la sexualité, comment on a été éduqué,
Notre confiance en nous, est-ce qu'on est à l'aise de demander, d'affirmer? Est-ce qu'on est à l'aise? Est-ce qu'on fait suffisamment confiance à l'autre pour le faire? Si on osait parler, si vous osiez, là, prenez le temps d'y réfléchir, je ne vous le demanderai pas, dites-moi-le pas, mais si vous osiez aller un petit peu plus loin puis demander quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Plusieurs des gens que j'ai vus dans mon bureau privé auraient eu avantage ou ont eu avantage avec le temps à devenir plus honnêtes. Arrêtez de faire semblant. Être capable, arrêtez de faire semblant d'être là quand on n'est pas là, hein, parce que finalement, on est préoccupé, puis là, ça va passer, mais je ne suis pas là tout à fait avec l'autre. Arrêtez de faire semblant d'aimer ça, arrêtez de faire semblant de jouir quand on ne jouit pas, parce qu'on craint que l'autre va le prendre personnel, c'est souvent ça. Alors, si on osait parler, on arrêterait de faire semblant, on oserait faire des avances, on oserait proposer, on oserait initier des choses. On oserait demander à l'autre de nous approcher plus ou moins directement. On oserait demander à l'autre de prendre l'initiative plus souvent. Ça, j'ai entendu ça souvent de la part des hommes. Et que j'aimerais ça que ma femme, justement, on disait que c'était souvent le poids des hommes de prendre l'initiative. Il s'installe une routine dans le couple, il s'installe dans les couples hétérosexuels où, finalement, l'homme, c'est toujours lui qui avance, puis la femme, elle accepte. Ça devient lourd, ça devient pesant. Et qu'il y a des gars qui me disaient « J'aimerais ça qu'elle prenne l'initiative. J'aimerais ça, moi aussi, me sentir désirée. » Pourquoi c'est juste les femmes qui peuvent se sentir désirées? Il faut sortir de ces mythes-là pour pouvoir vivre d'autres choses de plus satisfaisantes. Alors, si on osait parler, on oserait demander de se faire embrasser, caresser plus ou moins longtemps, de continuer à me stimuler, même si toi, tu as atteint l'orgasme. Ça, c'est quand même une demande intéressante. On oserait explorer pour briser la routine. Je disais que dans les couples, dépendamment du nombre de temps, remarquez, ça m'est déjà arrivé d'avoir un jeune couple d'une couple d'années qui disait « On est tanné, on est déjà dans notre routine. » Donc, ce n'est pas nécessairement une question de temps. Briser la routine, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, en fait, briser la routine? Ça veut dire oser demander des relations dans différents moments, dans différents lieux, des différentes pratiques, etc. Mais pour la majorité des gens, c'est pas si compliqué briser la routine. C'est juste d'être conscient déjà qu'on a une routine, puis essayer d'oser demander autre chose. Depuis le livre, ensuite le film, des nuances de gris, bon, ça a l'air que les sex shops ont fait back-order sur les menottes en minou pour la Saint-Valentin. Il y a cette idée que, bon, évidemment, on parle de plus en plus des différentes pratiques. Quand on s'intéresse à la communauté BDSM, où il y a cette érotisation des jeux de domination, se faire attacher, bon, jouer avec le pouvoir, etc., c'est des gens qui sont des experts dans le consentement, eux autres. Je ne savais pas, moi, quand j'ai lu là-dessus, je me suis dit « Wow, c'est vrai! » Eux autres, là, quand ils se rencontrent, ils n'ont pas le choix, ils en parlent. C'est presque un contrat. Ils décrivent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'ils veulent, jusqu'où on peut aller, etc., etc. Ils vont convenir d'un mot-code en disant « Regarde, si j'en peux plus, je vais dire carotte, ça va être fini. » Bon, blague à part. C'est vrai que c'est des experts du consentement parce qu'ils jouent dans une zone grise. Puis, quand on ne pratique pas le BDSM, on a l'impression que ça devrait être naturel, la sexualité. On revient au concept de tantôt, puis que tout devrait se faire tout seul, puis qu'on n'a pas besoin d'en parler. Je pense qu'on devrait prendre exemple sur eux. On peut vouloir explorer différents types de pratiques. Le sexe anal, le triolisme, l'échangisme. Tout ça, ça fait partie de la fantasmatique des gens. Ce n'est pas des perversions, c'est des fantasmes qui sont tout à fait normaux. Il y a une nuance entre fantasmer et expérimenter. Quand on fantasme, on a le contrôle. C'est moi qui gère le film dans ma tête.
La personne qui est avec moi dans ma tête a fait exactement ce que je veux, comme je veux, aussi longtemps que je veux, de la façon que je veux, etc. Alors, quand on veut expérimenter, ça nécessite encore plus, au niveau des pratiques qui sont plus hors normes, entre guillemets, une connexion sécurisée ainsi qu'une négociation explicite et continue pour pouvoir se sentir en sécurité. C'est la sécurité qui fait la base de cette négociation-là. Dans les références tout à l'heure, vous allez voir, je vous ai mis un livre de Esther Perel. Puis si ça vous intéresse, vous pourrez taper Esther Perel. Elle a fait un petit TED Talk que vous pouvez trouver facilement. C'est une femme qui parle beaucoup du désir dans le couple, faire durer le désir dans les couples à long terme. C'est très intéressant. Puis je trouvais que sa phrase, elle résumait bien ce que je pense. On veut souvent mettre de la nouveauté dans les couples, on veut expérimenter. Quand on parle de sexualité puis qu'on parle d'explorer la sexualité, on peut imaginer des expériences très excentriques ou très hors normes, alors que la nouveauté, c'est bien souvent quelle partie de toi tu dévoiles pour la première fois. Quelle partie de toi tu dévoiles pour la première fois, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement très compliqué, ce n'est pas nécessairement un setup extraordinaire, mais c'est une authenticité où je m'ouvre réellement et que je dis vraiment ce que je sens, ce que je pense, ce que je veux. Et une nouveauté, c'est aussi la capacité de jouer. Parce que le désir, ça se cultive. Le désir, ça se nourrit. Ça se nourrit d'un peu de mystère, de jeu, de nouveauté. Je ne sais pas si je l'ai mis à la prochaine. Ah non. Ça se nourrit de nouveautés, mais expérimenter, ça ne nécessite pas nécessairement que vous puissiez faire le cercle du soleil puis les positions du Kama Sutra. Ça nécessite d'être suffisamment en contact avec ce que vous voulez pour être capable capable de le nommer à la personne avec qui vous êtes et de jouer dans la sexualité. Jouer, ça veut dire être capable de se laisser aller, s'abandonner, ne pas avoir peur du ridicule et démontrer une partie de moi que l'autre ne connaît peut-être pas. Être capable de demander, pour pouvoir avoir un contexte sécuritaire, on parlait tout à l'heure, je vous disais, le consentement, c'est en continu, vous devez le savoir. C'est important d'être capable de valider, surtout quand on va explorer, qu'on essaie des nouvelles choses, qu'on connaît plus ou moins nos limites, on teste parce qu'on l'apprend sur le tas, on l'a vu tantôt. Est-ce que ça te plaît quand je fais ça? Être capable de le demander clairement. Et il y a souvent cette idée que, on va communiquer de manière non verbale, on va faire un son, on va faire un mouvement. Oui, c'est sûr qu'il y a des choses qui passent. Hein? C'est comme une danse. Quand on danse, on n'est pas nécessairement obligé de tout nommer les pas qu'on va faire. Mais il y a quand même une entente qui doit être là. Et la communication explicite est beaucoup plus... on évite les mauvaises interprétations. Est-ce que tu veux que je continue comme ça, de valider dans la relation sexuelle, au moment des expérimentations, être capable de valider avec la personne? Alors oui, on peut utiliser la communication non verbale, on peut se regarder, sourire, faire des sons, des mouvements, on peut guider les gestes, on peut essayer de s'écrire si c'est trop difficile d'engager le dialogue, on peut nommer des choses par écrit, mais on peut se faire envoyer des sextos. Il faut faire attention, ne pas se tromper d'adresse. Mais il n'y a rien de plus sécuritaire que la discussion honnête, explicite entre deux partenaires. C'est déjà la conclusion, mais évidemment, on va pouvoir discuter si vous avez des questions, des commentaires. Je pense que le message était clair. C'est important d'en parler. C'est important d'être capable de nommer nos désirs. Pour y arriver, il y a toute une étape de connaissance de soi, de confiance en l'autre et de réflexion sur ce que la société nous a appris, qu'est-ce qu'on a intégré des fois sans le savoir.
Pour pouvoir avoir un sentiment de sécurité afin de pouvoir s'exprimer, je vous souhaite de le vivre. Puis peut-être que ce soir, pour la Saint-Valentin, vous allez pouvoir exprimer quelque chose pour la première fois. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Des commentaires? Oui? Ben, moi, j'ai une question. Bon, dans les années 50, 60, je me souviens plus exactement quand, il y avait eu l'échelle de Kinsey qui avait été développée aux États-Unis. Oui. Justement parce que bon, il s'était rendu compte que les pratiques sexuelles qui étaient comme perçues étaient vraiment loin de celles qui étaient pratiquées. Et donc lui, il s'est dit, je vais aller chercher le plus gros échantillon possible pour montrer que c'est faux. Est-ce qu'on a une espèce de version moderne de ce genre de données-là qui permettrait de voir un peu plus cette norme dans les pratiques et non pas dans les perceptions, et donc de voir à quel point ça ne colle pas à la réalité, oui. Ce qui se passe une fois qu'on pose la question en privé et plutôt que dans la sphère publique, justement. Après l'étude de Kinsey, il y en a plusieurs études qui sont venues valider ces choses-là, puis à modifier, même à alimenter cette recherche-là. Si vous regardez sur Internet, je sais que vous êtes des fans sûrement de checker les choses sur Internet, il y a un chercheur québécois qui s'appelle Christian Joyal qui a fait une étude sur les fantasmes et que les données sont assez intéressantes à regarder. Je ne suis pas chercheuse, je vous ai présenté plus des trucs cliniques, mais si vous cherchez son nom et il y a même une conférence qu'on peut écouter en ligne qui présente ces données de recherche sur à quoi les Québécois fantasment, puis qu'est-ce qui est... Pour remettre un peu en question le côté pathologique, on a eu tendance à dire qu'il y avait des choses qui étaient malsaines, pathologiques, etc., mais c'est pas pathologique de fantasmer. Il y en a beaucoup qui fantasment à toutes sortes de choses, et c'est ça, un peu défaire les mythes par rapport à ça. Autre question, commentaire. Soit c'était super clair, soit c'était plate à mort. Je vous taquine. Bien, j'espère que vous avez apprécié. Puis si vous avez des questions que vous n'osez pas poser devant tout le monde, vous pouvez venir me voir. Je vais rester ici quelques minutes. Puis si ça vous intéresse, la sexo, on a parlé du certificat en santé sexuelle. Vous pouvez vous inscrire au certificat, mais il y a aussi un cours qui s'appelle Introduction à la sexualité humaine, qui est un cours que tous les étudiants peuvent prendre, cours option, cours service, que ça s'appelle. Si ça vous intéresse.